Alors donc, ce que je vais commencer par faire ce matin, c'est conclure vraiment sur l'ergodicité dans un espace non compact. L'exemple typique étant RD, mais on peut imaginer beaucoup de variantes et de situations. Et on va donc commencer par l'ergodicité faible au sens de Césaraux. Et donc, quelles vont être les hypothèses? L'hypothèse C, cette hypothèse C, ça correspond, souvenez-vous, à dire que j'ai quelque chose qui vérifie une équation comme ceci dans RD avec un W qui tend vers l'infini quand x tend vers plus infini. Le fait que dans ce qui suit, je n'aurai pas besoin de mieux que 1, souvenez-vous, avec un qui est C infini à support compact, et non identiquement nul, et positif ou nul. Ça assure qu'il est strictement positif sur une petite boule, fin des conditions sur qui. Alors, on sait déjà que si on a l'hypothèse qu'on a une solution comme ceci avec un f qui tend vers plus infini, à ce moment-là, on sait qu'il existe au moins une mesure invariante. Donc, je vais maintenant, dans la démonstration du théorème que je suis en train de préparer, je vais maintenant dire que l'on fait cette hypothèse C. Je vais supposer qu'il existe une mesure invariante, au moins une mesure invariante. Par exemple, si on a un C avec un F qui tend vers l'infini. Donc ça, c'est pour avoir une condition qui assure l'existence de cette mesure invariante, étant entendu que dans les cas où on a, par exemple, une inégalité de Harnack, les deux hypothèses, enfin, que ce soit C et CF, donc ça c'est C et ça c'est CF, même condition avec un F qui tend vers l'infini, sont équivalentes. Bien sûr, ceci entraîne cela. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que l'on a l'équivalence lorsque, par exemple, on a des inégalités style inégalité de Harnack. Bien. Alors, et enfin, que va-t-on supposer d'autre? On va supposer qu'on a de l'équicontinuité si on prend un U0 qui est C infini B. On va supposer que l'orbite générée par le semi-groupe a de l'équicontinuité sur toute boule, sur tout compact. Donc ça, c'est équicontinu sur BR, quel que soit R. Donc de l'équicontinuité, comme dans le cas d'un espace compact, d'un domaine compact. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est bien sûr l'hypothèse de contrôlabilité. Et là, c'est exactement la même, quel que soit xy différent de y, enfin, quel que soit xy dans RD. S'ils sont égaux, c'est trivial. L'ensemble, le support du processus ou l'ensemble de contrôlabilité et rencontres ne sont pas disjoints, donc différents du vide, pour deux points quelconques différents, puisque dans le cas où ils sont égaux, c'est évidemment non nul. Bien. La conclusion, c'est que alors, on a l'ergodicité faible au sens où il existe une unique mesure invariante, c'est-à-dire une unique solution M de A étoile M égale à 0. Il existe une unique mesure invariante et U de X et de T convergent vers l'intégrale de U0M quand T tend vers l'infini, uniformément sur tout compact, sur toute boule. Et on ne peut pas, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, on ne peut pas espérer mieux, puisque si jamais la condition initiale, par exemple, est nulle à l'infini, est un support compact, on va garder pour tout temps fini, on va garder la nullité à l'infini, et alors que ça converge vers la moyenne, qui n'est pas nécessairement nulle.
Et de ce fait, on ne peut pas avoir la convergence uniforme sur RD tout entier. Donc même dans des cas très très forts d'ergodicité, je vais en prendre un exemple qui n'est même pas aléatoire pour qu'on soit bien convaincu de ce que je vous disais sur la difficulté à l'infini, c'est de prendre l'équation du sur dt plus x gradient u égale à 0, de sorte que la solution est simplement donnée par u0 de e puissance moins tx. Ça, c'est la solution. On intègre le long des caractéristiques. Et là, on lit sur cette formule que, bien entendu, ceci converge uniformément sur tout compact, uniformément, localement, vers u0 de 0, puisque la mesure invariante, bien évidemment, est la masse de Dirac à l'origine, et que cette convergence ne peut pas être uniforme sur RD tout entier. C'est toujours avec le même argument. Si je suppose que U0 est nul à l'infini, bien cette fonction est toujours nulle à l'infini et U0 de 0 n'est pas nécessairement nul. Donc, même dans des cas où ça converge, et très vite, parce que c'est évidemment une convergence exponentielle, même dans de tels cas, on ne peut pas espérer la convergence uniforme sur Rn tout entier, sur Rd tout entier, sur l'espace tout entier. Ça fait partie du problème. Bien. Alors, sur la démonstration, il ne reste quand même pas grand-chose à faire, puisqu'on a préparé le terrain, on sait qu'il existe une mesure invariante, on a l'équicontinuité sur tout compact, et donc on sait que lorsque je regarde A u epsilon plus epsilon u epsilon est égal à F, ça suffit pour la situation d'ergodicité faible. Alors ça suffit, il y a quand même un petit truc à vérifier. Pourquoi ça suffit? C'est, si vous avez bonne mémoire, on a montré ce que j'avais intitulé comme théorème taubérien. On a démontré que l'analyse de ceci, de ce problème, c'est-à-dire de tout démontrer sur epsilon u epsilon, quand epsilon tend vers 0, suffit à démontrer que les moyennes de Césaro du flot convergent en ce sens-là. Oui, quand j'ai dit ça, c'est complètement faux, pardonnez-moi. C'est donc, là je vais mettre un grand T, et c'est l'intégrale de 0 à grand T, 1 sur T. C'est l'ergodicité faible. Eh bien, l'équivalence entre ces deux objets, il y a une petite difficulté. C'est qu'en fait, dans la démonstration, pour montrer que si on a cette propriété, alors on a la propriété des moyennes de Césaro, il avait fallu regarder si ça est le semi-groupe, on avait une information de ce style-là. Et donc, on savait que ceci tendait vers 0 quand t tend vers l'infini. Bien. En revanche, et si on a supposé que epsilon u epsilon converge uniformément localement vers l'intégrale de u0m, comme si on peut dire qu'à ce moment-là, 1 sur t de l'intégrale de 0 à t de st de epsilon u epsilon et moins 1 sur t de l'intégrale de 0 à t de s de t, je remplace par la limite de l'intégrale de u0m, ça c'est une constante, le semi-groupe laisse invariante les constantes, et donc toute cette intégrale, c'est en fait intégrale de u0m. Donc si on sait dire que cette différence est uniformément petite en epsilon, donc c'est inférieur à un grand taux de 1 par rapport à epsilon, c'est-à-dire quelque chose qui tend vers 0, quand epsilon tend vers 0 et qui est indépendant de grand T, à ce moment-là, on a bien le fait que cette information entraîne l'information qui est dans le théorème. Ici, pour les mêmes raisons que celles invoquées précédemment, on ne peut pas espérer mieux qu'avoir la convergence locale uniforme. Dire que ça converge vers une constante
Et on identifiera cette constante comme étant l'intégrale de U0m dans un deuxième temps. Donc si on suppose que ceci est vrai, effectivement, cela suffit. Donc ça, c'est simplement lié, si vous voulez, à le terme de convergence dominée et le fait que S de t est une contraction. Donc S de t est une contraction dans L infini et que la convergence uniforme, la convergence ponctuelle, en fait, suffit. Donc je ne donne pas tous les détails. Si vous êtes dans la situation où vous avez l'étroitesse des lois, et c'est le cas puisqu'on a déjà une mesure invariante, et que l'on a utilisé ces conditions C et CF, eh bien vous savez que uniformément en temps, ce qui se passe à l'infini compte peu. En effet, on a l'information que le sup sur t positif de l'espérance de 1 de xt plus grand que R, le sup sur les x qui sont dans une boule, de xt supérieur à R tend vers 0 quand R tend vers l'infini, de sorte que on peut éliminer dans cette différence, c'est un semi-groupe linéaire, donc là, en fait, j'avais dit que je n'ai pas tous les détails, mais je suis en train de les donner, eh bien, on peut éliminer la partie qui se passe en dehors d'une boule grâce à cette condition. Donc, je vais noter ceci epsilon R. Je me place pour... alors, ce n'est pas le même R, hein, donc c'est x dans une boule fixée de rayon k, et ça, c'est epsilon R qui dépend de k. Epsilon R égale un epsilon R de k. Bien, donc, au vu de cette information, qu'est-ce qu'il suffit que je dise? Bien, il suffit que je dise que S de t de epsilon, U epsilon moins ce qui m'intéresse, à savoir intégrale de U0m, cette différence, S de t est un semi-groupe linéaire dont la différence, vous faites rentrer tout à l'intérieur du S de t, eh bien, qu'est-ce que l'on peut, par quoi peut-on majorer ceci? On peut majorer, et la majoration sera indépendante de t, lorsque x est dans bk, dans une boule de rayon k, eh bien, on peut certainement majorer ceci par le sup de, en écrivant de quoi il s'agit, c'est E de epsilon U epsilon moins intégrale de U0m de xt. Eh bien, on peut certainement majorer tout ceci par le sup sur BR de epsilon U epsilon moins intégrale de U0m. Plus, eh bien, plus cette fonction indicatrice, étant entendu qu'on sait déjà que epsilon U epsilon est borné. Ça, l'obtention de ceci, c'était un simple principe du maximum. On a une borne sur epsilon U epsilon. Et donc, ce qui se passe en dehors de la boule se majore, l'intégrale de U0m pour la même raison est majorée par C, ça va se majorer, si j'appelle ça C0, par 2C0, le sup de ce qui est dans l'espérance, fois la fonction indicatrice d'être en dehors de la boule, et ça c'est ce que j'ai noté epsilon R. Et vous voyez que rien de ceci ne dépend de t, donc c'est uniforme par rapport au temps, et ceci peut être rendu aussi petit, ça tend vers 0 quand epsilon tend vers 0, donc vous pouvez le rendre aussi petit que vous le voulez en fixant R, après avoir choisi un R fixe qui rend ça aussi petit que vous le voulez. Donc ceci démontre que effectivement j'ai cette information, en tout cas surtout compacte. Donc il y a des petites choses à rajouter à cause justement de cette difficulté liée à l'infini.
Quoi qu'il en soit, on voit donc qu'il suffit de regarder les résolvantes à la place des moyennes de Césaro le long du semi-groupe. Donc le théorème taubérien s'applique malgré le fait que la convergence soit un peu moins bonne que dans le cas compact. Et on sait que les epsilon u epsilon sont bornés, et on sait que epsilon u epsilon est équicontinu sur tout compact. Cela veut donc dire qu'à une sous-suite près, epsilon n, epsilon u epsilon, on va dire epsilon n u epsilon n, convergent uniformément quand n tend vers l'infini, vers un certain v, qui est une fonction continue, au moins continue sur Rd, de par la convergence uniforme locale, qui est bornée par la même constante C0. Et on sait, parce que c'est une mesure finie, que l'intégrale de epsilon u epsilon m dm, qui est la mesure invariante, qui est bien sûr l'intégrale de f dm, c'est parce qu'on a a étoile m égale à 0, bien que ceci converge vers l'intégrale de v dm. En effet, on a convergence uniforme locale et la masse, par définition d'une mesure bornée, la masse du complémentaire d'une boule est aussi petite que l'on veut. Donc c'est en fait exactement le même genre d'argument que l'argument que je viens de faire. Donc on peut passer à la limite dans cette intégrale. Une fois qu'on a observé ceci, on se rend compte que ce qu'il nous faut démontrer, c'est que V est constante. Si V est constante, alors quand j'ai mis U0, c'est que je suis complètement incohérent dans mes notations. Ici c'est U0, et donc ici c'est U0. Ouais, là c'est bon. Bien, où en étais-je? Bien, écoute, si on sait que V est une constante, on saura que l'intégrale de cette constante est égale à l'intégrale de U0 dm, et on aura donc démontré le résultat, pourvu que l'on sache établir que V est une constante. Que vérifie V? Bien, il vérifie que AV est égal à 0 sur RD, en plus de la continuité et de la bornitude. Bon, dans de nombreuses situations, on sait même que V est régulière si on a de l'uniforme ellipticité ou des propriétés équivalentes. Mais je vais faire comme si V était régulière, étant entendu qu'on rajoute une couche de solution de viscosité pour passer du cas régulier au cas continu, ce n'est pas le problème. Et donc là, démontrer le théorème, au vu de tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, et modulo ces petites variantes et petites modifications, c'est montrer que ceci entraîne que V égale constante. Comment avions-nous fait dans le cas compact? On avait pris un point de maximum et on s'était rendu compte que le point de maximum se propageait automatiquement sur un certain ensemble qui était précisément l'ensemble Cx. En prenant de la même manière un point de minimum y, le minimum se propageait sur tout l'ensemble Cy, et si on a pour tout couple de points un point commun, cela veut dire que le max est égal au min et que V est constante. Donc, on a envie de faire exactement la même chose, et on pourrait faire exactement la même chose si on sait qu'il y a un point de maximum. Et là, la difficulté, c'est qu'un point de maximum d'une fonction continue sur un compact, ça existe toujours. Un point de maximum pour une fonction continue dans l'espace tout entier, ça c'est plus problématique. Parce que ça pourrait avoir lieu à l'infini. Et c'est là que va rejouer le rôle de l'hypothèse de compacité, d'être essentiellement contenu dans un ensemble compact. Donc on va se servir de C pour établir ceci, qu'il existe un point de maximum, et ensuite, pour les minima, vous changez de signe, vous regardez moins V, donc c'est le même argument. Donc on va se servir de cette hypothèse C pour montrer qu'il existe un point de minimum. Donc en fait, la question, c'est pourquoi il existe un point de maximum.
de V sur RD. Eh bien, comment on va s'y prendre? On va s'y prendre de la manière suivante, c'est qu'on va regarder la maximisation de V moins delta W, où delta est un réel strictement positif. Comme W tend vers l'infini à l'infini, W c'était le machin, hein, AW plus QW égale à 1, W tend vers l'infini, vers plus l'infini à l'infini. Comme W tend vers plus l'infini à l'infini, cette fonction tend vers moins l'infini à l'infini, il existe toujours un point de maximum. Ce point de maximum pourrait s'échapper à l'infini. Mais que peut-on dire sur AV moins delta W? Bien, AV moins delta W est égal à moins delta sur le complémentaire du support de qui? Parce que là où qui est sur le complémentaire du support de qui s'annule, on a l'équation AW égale à 1. AV vaut 0, et donc on a évidemment cette équation. Maintenant, si x delta appartient au support de qui, pardonnez-moi. Donc je vais faire la démonstration et puis on la comprendra mieux. Eh bien, en ce point-là, on a une contradiction avec l'équation. Pourquoi? Parce que les dérivées secondes à un point de maximum sont négatives ou nulles. Donc la partie de moins des dérivées secondes est positive ou nulle. C'est le principe du maximum faible. Hein. Le terme d'ordre 1 s'annule. Et si on a un opérateur de saut, bah c'est la même chose. On lit la positivité de l'opérateur de saut. En tout cas, au moins formellement, il y a une petite justification à faire à cause de la non-bornitude de la mesure de saut. Donc effectivement, regardons A, moins AIJ, DIJ, moins BI, et puis, alors je vais l'écrire comme ceci, moins intégrale de U de X plus Z, moins U de X, moins, donc autant mettre des U partout, ou un V, en fait, un phi, puisque phi c'est U moins CV moins delta W. Moins BI DI phi. Ici j'ai moins phi de x plus z, moins phi de x, moins gradient phi de x z, fonction indicatrice de z inférieur ou égal à 1, et tout ceci d mu x de z. Bien. Donc voilà écrit l'opérateur. Et donc au point x delta, si phi est égal à v moins delta w, je sais que le gradient vaut 0. Donc ce terme-là, il n'y est pas. Ce terme-là, il n'y est pas. Vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez la différence entre phi de x delta plus z et moins phi de x delta, mais ça, c'est le point de maximum, donc cette différence, elle est négative. Associée au signe moins, tout ceci, c'est positif ou nul. Et en un point de maximum, les dérivées sont négatives ou nulles, donc tout ceci est également positif ou nul. C'est le principe du maximum faible. Et le principe du maximum faible se lit sur la formule dans le cas d'un opérateur de saut. Un opérateur intégro-différentiel avec principe du maximum. Donc, on doit avoir d'une part que A phi de x delta est positif ou nul, parce que c'est un point de maximum, et d'un autre côté, on aurait que A phi est égal à moins delta qui est strictement négatif. C'est donc impossible. Et donc, ça veut dire que x delta, il appartient au compact qui est le support de qui, et donc il n'est pas en train de s'échapper à l'infini. S'il n'est pas en train de s'échapper à l'infini, je peux extraire une sous-suite, parce que c'est dans le compact, qui converge vers, avec un delta n qui tend vers 0, vers x0.
Et ce x0 par passage à la limite sur le fait d'être un point de maximum de V moins delta W est un point de maximum de V. Oui, donc c'est l'hypothèse C permet de faire une petite perturbation qui crée un point de maximum qui doit être là où on n'a pas l'équation AW égale delta, AW égale A1. Et ça, c'est un compact. Voilà, donc voilà pourquoi il existe un point de maximum. S'il existe un point de maximum, on reprend les démonstrations précédentes et le tour est joué. Donc vous voyez quand même que le passage à Rn introduit des petites difficultés supplémentaires liées au manque de compacité de l'espace. Mais que fondamentalement, en rajoutant ces hypothèses, voire cette hypothèse CF si on n'a pas Harnack, si on a des opérateurs vraiment dégénérés, eh bien, on récupère avec quelques modifications, somme toute, assez élémentaires, on récupère la démonstration, on peut refaire la démonstration, adapter la démonstration qui était dans l'espace compact. Alors, c'est assez naturel d'imaginer que ces complications, on va les retrouver. Et on va les retrouver même un tout petit peu plus méchant pour l'ergodicité forte. Et il y a un argument un peu technique, donc je vais me contenter de vous expliquer le principe de la démonstration, étant entendu que lorsque je parlerai de taux de convergence, à quelle vitesse les convergences se passent, il va falloir faire une démonstration bien plus précise. Donc, comme je ne veux pas faire une démonstration technique deux fois en la compliquant une deuxième fois, je vais me contenter de faire des petits dessins, d'expliquer le principe. Donc déjà, le théorème sur l'ergodicité forte, quelles sont les hypothèses? Bien, vous vous en doutez, c'est l'hypothèse de C, toujours sur l'existence de mes W, le fait qu'il existe une mesure invariante CF, ce qui veut dire l'hypothèse CF dans le cas où on n'a pas Harnack. Je lis la même hypothèse si je prends un U0 dans C infini B. C infini B, ça veut dire quoi? Le petit b en bas, ça veut dire que c'est C infini et que toutes les dérivées sont bornées à n'importe quel ordre, avec une borne qui peut dépendre de l'ordre de dérivation. Bien. Vous pourriez prendre C infini à support compact, ça serait pareil. Puisqu'on ne manipule que de la convergence locale, on a besoin de choses qui sont... les fonctions C infini à support compact sont denses. Pour cette topologie de la convergence sur taux compact, ce qui est maîtrisable. Enfin bon, on s'en fout. Bien. Et là, je suppose que U de t pour t positif ou nul et tqi continu a un module de continuité uniforme sur tout compact, ce qui est qi continu sur BR. Et puis, évidemment, la même condition que dans le cas compact, c'est-à-dire que quel que soit xy dans RD, si je regarde l'inf sur t positif ou nul de d de c de x de t, je crois que je l'avais noté avec un grand T dans le cas compact, à c de y de grand T, distance entre deux ensembles fermés maintenant, eh bien cet infimum est égal à 0. Ouais. Alors, la démonstration de ce fait, comme j'ai indiqué, va consister à dire que grâce à l'équicontinuité,
Ah oui, c'est juste. La conclusion, je te remercie. La conclusion, c'est l'ergodicité. Entraîne ergodicité forte. À nouveau, je vais préciser de quoi il s'agit, toujours à cause de cette histoire de convergence uniforme qui n'est que locale, c'est-à-dire qu'il existe une unique mesure invariante, solution de A étoile M égale à 0. Quand je dis qu'il existe une musique invariante, elle est toujours normalisée comme mesure de proba. Hein. L'intégrale de M vaut 1. L'unicité est à une constante de normalisation près, bien sûr. C'est une fonction propre. C'est la première fonction propre de l'opérateur adjoint. Eh bien, U de t converge quand t tend vers l'infini vers l'intégrale de U0 dm, quand t tend vers l'infini, uniformément, surtout compact. Uniformément, localement. Donc, comme dans le cas compact, quitte à prendre des sous-suites, on obtient facilement une solution que j'avais qualifiée d'éternelle de cette équation où V est typiquement continu borné, car on a des bornes uniformes. Ça, c'était comme dans Rn. On peut savoir que les dérivées temporelles sont majorées si la condition initiale est régulière, que les coefficients sont réguliers. Je ne m'en servirai pas, mais on a juste besoin d'un peu de compacité en la variable temporelle, mais tout ça, c'est local. Et eh bien, c'est dans CB, quel que soit alpha. Donc la dérivée par rapport au temps. Donc les problèmes, c'est évidemment dans la dépendance spatiale. Et là, S est dans R. On s'en était tiré, X dans RD, on s'en était tiré dans le cas compact. On s'en était tiré dans le cas d'un domaine compact en utilisant l'information supplémentaire, c'est que le long du flot, le suprémum en X décroît, l'infimum en X croît, donc converge quand t tend vers l'infini, et comme on passe à ce V par convergence uniforme, le sup est donc pour n'importe quel temps, puisque c'est le oméga limite 7, on prend une orbite et on va regarder très loin, et le sup était constant. Donc dans le cas, je vous rappelle, dans le domaine compact, c'est pour un domaine compact, on savait que le sup de V de S et l'inf de V de S étaient indépendants de S. On avait en outre la propriété simple. On avait en outre la propriété simple toujours qu'une fonction continue atteint ses bornes sur un compact, et on concluait aisément en disant le point de maximum c'est le même, enfin la valeur du maximum est la même, est indépendante de S. On prend en un temps, par exemple 0 pour le nouveau temps ici, on regarde un point de maximum et on voit que le maximum alors se propage sur tous ces ensembles. Comme on peut faire la même chose sur un point de minimum, si on peut trouver un temps avec le même point ou une très petite différence, grâce à la continuité, et là d'ailleurs, il faut bien insister sur le fait que V de S est équicontinu localement. Ça, on l'a aussi, c'est toujours la limite de l'hypothèse faite sur l'équicontinuité de l'orbite. Donc on conserve cette propriété. Et donc, si on a un point commun pour un temps donné, c'est bon. Mais si on a deux points qui se rapprochent, grâce à l'équicontinuité, la valeur du max est égale à la valeur du minimum. Alors, le problème dans RD, c'est que le sup et l'inf, ils décroissent bien, ils convergent bien vers une limite. Mais comme le sup et l'inf peuvent être atteints entre guillemets à l'infini et que ça n'a pas a priori grand-chose à voir avec l'intégrale de U0M, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, c'est parce que ce point de maximum, prenez l'exemple où tout converge en un point, le sup, ça peut être la valeur à l'infini, et
Et la limite v, c'est une fonction constante, c'est ce qu'on veut, mais sa valeur, ce n'est pas la valeur du sup, c'est-à-dire que le sup, il n'est pas... Ce sup-là n'a aucun rapport avec la limite, parce que le suprémum était atteint à l'infini. Donc ça, c'était bien, mais ici, on n'a plus le droit de s'en servir. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que on a la difficulté que l'on avait avec la solution stationnaire, on va toujours l'avoir. C'est qu'on sent bien qu'on va essayer de créer un point de maximum et que j'aurais envie de me servir d'un point de maximum de cette fonction perturbée. Mais maintenant, le point de maximum, il peut toujours être atteint un peu avant dans le temps. Donc la variable temporelle ne permet plus de faire cet argument simple pour créer un point de maximum. Ainsi, on oublie le suprémum. C'est parce qu'on pourrait très bien être dans une situation où le maximum, disons sur un compact, est toujours décroissant. Donc on n'a pas de point. Parce qu'avoir un point de maximum, c'est avoir un point de maximum en x et s. Et le point de maximum en x et s, il est peut-être atteint en s égale moins l'infini. Bon, alors c'est là où il faut faire un petit argument. C'est qu'il va rester quelque chose sur l'invariance du suprémum et il va rester quelque chose sur l'existence d'un truc du W et que ça va se passer comme ça. Donc on va prendre une boule de rayon R0 qui contient le support de qui, de sorte qu'en dehors de cette boule, AW vaut 1. Et on va prendre une autre boule, BR1, où typiquement vous pouvez penser que R1 est égal à 2R0 par exemple. Dès qu'on est passé au-dessus du support de qui, on sent que c'est bon, hein, parce qu'on se dit que là, dans le cas stationnaire, le point de maximum, il était contenu dans le support. Donc s'il se passe des choses agréables, ça devrait être dans le support. Donc je prends une boule parce qu'on n'a pas à se poser de questions de géométrie. Donc on a le support de qui, qu'est-ce qu'il est. On prend une première boule BR0. Toutes mes boules sont considérées comme fermées. Et puis je double le rayon pour avoir une grande boule. Donc si maintenant je fais un dessin en variable temporelle et en variable x, je représente ici ma boule de rayon R0. Hein, en fait, après, il faut créer le cylindre. Et puis, j'ai l'autre boule, BR. Et je vais regarder ce qui se passe à un instant t. Et observer la chose suivante. C'est que, bien entendu, le sup de U sur la boule de rayon R0 à l'instant t est plus petit que le sup de U de t sur la boule de rayon R1. Ça, c'est pas trop méchant. En fait, il est même strictement plus petit que le sup sur la boule de rayon R1. Si j'ai droit au principe du maximum fort, parce que, et je vais faire un argument plus général, en disant, mais s'il est atteint en un point qui est intérieur à la boule de rayon R1, et je peux rendre les minima, je peux rendre les équations avec un signe strict grâce au W, comme je l'ai fait précédemment. Eh bien, s'il est atteint en ce point-là, alors c'est que c'est décroissant en t, ou bien est décroissant en t, et en fait même
si on perturbe un peu avec le delta W, strictement décroissant, ou bien il est atteint au bord. Atteint sur la boule de rayon dBr. Donc on est là. Sinon, il décroît. Enfin, il décroît par rapport au temps. Décroissance par rapport au temps, dire que d sur dt est négatif ou nul, c'est simplement le principe du maximum. J'applique l'équation, je dis les dérivées secondes ont le signe, il n'y a rien là-dedans. Et comme je ne vais pas quantifier, ce n'est pas un souci. Je vais expliquer vraiment l'idée. Mais si on est sur le bord de la boule ici, on sait que ceci, c'est donné par une formule, si vous pensez à la formule probabiliste d'espérance, du processus en les temps précédents. Qu'est-ce que l'on sait? C'est que l'espérance de temps d'atteinte de la boule de rayon R0, c'est le W, est finie. Ça veut dire que le temps d'atteinte, il est moralement borné, en moyenne. Donc, quitte à négliger des petites choses, des petits restes, eh bien, je sais que l'essentiel de l'action va se passer entre deux temps, t moins S1, t moins S2, et que cette valeur de maximum, elle est obligée de venir de valeur de la boule sur la boule de rayon R0 en des temps intérieurs. Et donc, vous voyez que le sup sur la boule de rayon R0 a un phénomène de décroissance, c'est-à-dire qu'il est inférieur au suprémum sur la boule de rayon R0. Alors pensez que ça revient avec en temps fini déterministe. Ben, vous avez montré que le sup entre deux temps d'intervalle borné est décroissant. Et vous avez d'autres petites informations. Donc voilà pourquoi le sup localement, et ça c'est grâce à mon hypothèse sur W, voilà pourquoi le sup localement se stabilise, de sorte que ce qui reste vrai est l'information suivante, comme dans un compact, qu'en ayant choisi de telles boules, on voit que le sup de V de S sur la boule de rayon R0 est égal au sup de V de S sur la boule de rayon 2R0 et indépendant de S. Et là, c'est fini, parce que le sup sur une boule, il est atteint. Le sup sur une boule, il est atteint, et donc on a créé un point de maximum, qui est effectivement un maximum local. Et vous voyez d'ailleurs que la boule de rayon 2R0 ne joue strictement aucun rôle. Il faut un rayon plus grand, 2R0 ou R1, qui est n'importe quoi de plus grand que R0. Et on a toujours la même propriété. Ça veut dire que c'est le sup sur RD tout entier. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais le sup sur RD, on a vu qu'il était dangereux. On était dangereux sur l'orbite initiale, parce qu'on a gardé la mémoire dans l'orbite initiale de la valeur à l'infini. Mais quand on est passé à la limite, s'il y a ergodicité, il y a ergodicité, on oublie complètement ce qui se passe à l'infini. Donc voilà pourquoi ce n'est pas déraisonnable de trouver cela. Et là, pour le coup, on est ramené exactement à la même situation. On a créé un point de maximum et la valeur du suprémum est indépendante du temps. Donc c'est un suprémum en espace-temps. Et boum, on peut refaire la démonstration d'un compact.
Donc vous voyez que ce mécanisme un peu plus subtil lié à la variable temporelle qui consiste à dire oui, bah, le suprémum il est décroissant, mais ça ne nous sert à rien parce qu'on doit travailler localement. Et de travailler localement, bien, les choses sont assez naturellement décroissantes et c'est quand on va toucher le bord que là on est d'une certaine manière en train de sauter et créer un décalage temporel. Bon, je ne prétends pas du tout avoir fait une démonstration complète. Hein. Je vous ai donné, peut-être la chose la plus importante, c'est comment ça marche. Mais on devra refaire ça en quantifiant les temps, en calculant les erreurs pour avoir des taux de convergence précis. Bien. Et donc, à ce moment-là, on va se taper les considérations un peu plus précises. Alors, évidemment, ça peut vous laisser un goût un peu amer, parce que jusqu'à présent, les démonstrations étaient simples, on ne s'embêtait pas. Pour l'ergodicité au sens zéro, on n'a pas vu, avec les idées des W, on a bien compris ceci. Je voudrais passer quelques temps maintenant, avant d'aborder d'une part la discussion de ces ensembles de contrôlabilité, où on va disséquer ça, quel est le rôle du terme d'ordre 1, quel est le rôle des termes AIJ, de comprendre quel est le rapport avec des conditions sur la dimension algèbre de Lie, etc., etc. Donc on va vraiment nettoyer la question de ces ensembles, qui sont pour bonne partie des choses assez classiques en contrôle optimal. Quand je dis classique, c'est comme d'habitude, souvent dans ces domaines de l'analyse, vous ne trouverez pas une référence où ce que je vous dirai existe, mais je prétends absolument pas à la nouveauté sur les observations que je ferai. En revanche, ce que je vais... et puis après, il y aura la discussion de l'équicontinuité. Quel est son rôle? Qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire des démonstrations sans l'équicontinuité? Qu'observe-t-on comme phénomène? Eh bien, ça, nous le verrons. Peut-être j'aurai le temps de commencer aujourd'hui. En tout état de cause, lors du dernier cours avant la pause des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le 19, puisque je vous rappelle que vendredi prochain, je suis contraint de déplacer mon cours au mois de février, je vous l'ai déjà dit. Donc le cours de la semaine prochaine étant remplacé par le premier vendredi du mois de février. Bien, alors donc... une autre approche très générale, mais qui malheureusement nécessite qu'on sache qu'il existe une mesure invariante. Alors, ce sont des choses qui sont assez classiques sur les systèmes dynamiques. On a un certain nombre de théorèmes classiques dès qu'on sait qu'il existe une mesure invariante. Donc, cette autre approche sera basée sur une hypothèse, il existe au moins une mesure invariante, c'est-à-dire une solution de A étoile M égale 0, M positif ou nul, intégrale dm est égale à 1. Et je vais introduire un espace de Hilbert qui est L2 de dm. Pour éviter des histoires d'uniforme mesurabilité, de choses comme ça, qui barbent tout le monde, penser la fermeture des fonctions régulières, disons des fonctions continues, pour la norme que je vais maintenant écrire, qui est l'intégrale de phi carré dm 1,5. Alors, la première observation, qui est une variante de résultats bien connus dans les systèmes dynamiques,
La première observation, le premier théorème, c'est que 1 sur t de l'intégrale de 0 à grand T de U de S ds, donc je génère toujours mon orbite, pensez U0 continu, en fait n'importe quel U0 dans L2 de dm, converge toujours quand t tend vers l'infini vers la projection sur K, K comme noyau, kernel, K étant l'ensemble des points V tels que AV est égal à 0. Évidemment, dans la norme de l'espace, donc je vais mettre un PM ici, de U0. Il n'y a aucune hypothèse. C'est tout le temps vrai dès qu'il existe une mesure invariante. Aucune hypothèse. Donc c'est beaucoup plus général que l'ergodicité. Je ne dis pas que c'est constant. Alors, c'est en fait, si vous le voulez, c'est un théorème abstrait. Si vous avez... Alors, cette hypothèse, elle est toujours OK si le domaine est compact. Ça, on a déjà expliqué. Donc, on a toujours une convergence. Mais attention, L2 de M, ça peut vous donner assez peu d'informations. Il peut se faire que ça vous donne assez peu d'informations sur la solution elle-même. Pourquoi? Parce que pensez M masse de Dirac en un point. Ben, ce que ça vous dit, vous voyez que la valeur en un point. Donc vous allez savoir qu'en ce point-là, ça se stabilise. En revanche, si la mesure est strictement positive et bornée, là, c'est équivalent à la convergence L2. Également, si vous avez plusieurs mesures, vous avez toutes les informations pour toutes les mesures. S'il y a beaucoup de points, s'il y a plusieurs points où ça s'annule, vous avez la convergence en tous ces points. Si vous avez une zone où ça s'annule, etc., etc. Bien. Vous pouvez prendre n'importe quelle mesure sur cette zone, donc vous récupérez de l'information. Donc je ne vais pas m'étendre parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'ergodicité. Je vais me contenter de démontrer ceci et de mettre au point l'argument essentiel. L'argument essentiel est l'observation suivante, c'est que si je regarde l'opérateur A dans cet espace de Hilbert, c'est un opérateur maximal monotone. Enfin, il est monotone. L'opérateur A est monotone, c'est ça l'observation cruciale, bien sûr linéaire, dans L2, dans L2M. Hein, je vais simplifier ma notation. Comme il est linéaire, ça veut simplement dire qu'est-ce que je peux dire de AUUM. Est-ce que ce bazar-là est positif ou nul? Et la réponse est oui, parce que ceci va être égal à la somme de deux termes positifs si je prends pour A moins AIJ DIJ moins BI DI. Donc, il faut bien que j'introduise mes coefficients. Moins l'intégrale de U de x plus z, moins U de x, moins gradient U de x z, fonction indicatrice de z inférieur ou égal à 1. Alors, c'est néanmoins, ce genre de manipulation avec M est néanmoins utile parce que dans certaines situations, les mesures invariantes, on les connaît explicitement. Dès que vous êtes à coefficient constant,
sur un domaine périodique, avec des conditions de périodicité, ben, m égale à 1 est une des éventuelles nombreuses mesures invariantes. Bon, dans le cas coefficient constant, en Fourier, on comprend tout ce qui se passe à l'infini, ce n'est pas le problème. Mais enfin, c'est un exemple. Si vous avez une équation qui peut être écrite sous forme divergence, à nouveau, m égale à 1 et solution et mesure invariante. Donc là, vous avez la convergence L2 sans rien faire. Même dans des cas très dégénérés. Alors donc, on regarde AU, et ce que l'on observe, c'est que bien entendu, lorsque vous faites AU multiplié par U, après il me restera à intégrer ceci par M, eh bien, vous récupérez moins AIJ DIJ de U2 sur 2. Quand vous faites la dérivée seconde d'un carré, ben vous avez évidemment la dérivée seconde, enfin 2 fois la dérivée seconde, j'ai un demi, donc les deux, je ne m'en occupe pas. La dérivée seconde fois U, donc ça, je l'ai bien. Mais ce qui me manque, c'est le fait que je dérive une première fois U2, ça me fait U fois une dérivée de U. Je dérive encore ceci sans faire de dérivée seconde, c'est-à-dire que je crée AIJ DI U DJU. C'est Bernstein, si vous voulez, enfin c'est identité totalement élémentaire. Moins BI DIU multiplié par U, ben ça fait moins BI DI U2 sur 2. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire pour Bernstein. Quid de l'opérateur de saut lorsque je multiplie par U? Alors on voit ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a créé un terme positif et puis le reste c'est l'opérateur en U2 sur 2, forçant dans l'intégrale U2 sur 2. Si je fais ça, qu'est-ce que je récupère? Je récupère donc moins intégrale de U de x plus z carré sur 2, moins U2 sur 2 en x. Et sur le gradient U2 sur 2, le gradient de U2 sur 2, là c'est exact parce que c'est toujours pareil, c'est un terme d'ordre 1 en fait. Hein. Éventuellement non borné en 0, donc il faut découper, justifier, passer la limite, mais c'est pas, ça ne présente aucune difficulté. Donc si je fais ça, si vous voulez, j'ai tenu compte de ce terme-là, mais j'ai fait un bazar ici qu'il convient de mesurer exactement. Donc écrivons le terme d'erreur. Qu'est-ce que j'ai écrit qui n'était pas et qu'est-ce qui était que je n'ai plus, que je ne retrouve plus?